La crise sanitaire a mis en lumière l'influence des cabinets de conseil sur les politiques publiques, en particulier avec l'intervention de McKinsey sur la campagne vaccinale. Le Sénat vient d'enquêter pendant 4 mois. Il a organisé 40 auditions, il a recueilli plus de 7000 documents confidentiels pour conclure notamment qu'en 2021, les dépenses de conseil de l'État ont dépassé le milliard d'euros. Donc à la fois la puissance du secteur du consulting n'a jamais été aussi grande et en même temps 1 milliard rapporté au budget du fonctionnement de l'État. Est-ce que c'est si important ? Ça représente à peu près 0,3% de son budget. Alors, il faut quand même opérer des comparaisons avec le passé. Et vraisemblablement, il y a eu une augmentation assez considérable entre 2018 et 2020. Ça a presque doublé. Et même si, par rapport au budget de l'État, évidemment, le chiffre n'apparaît pas excessif, en réalité, il l'est pour cette activité précisément-là d'externalisation. On a un peu le sentiment quand même que dans nos impôts, on paye 2 fois pour une même prestation. McKinsey a joué un rôle déterminant dans l'élaboration de la stratégie vaccinale du Covid et dans sa gestion. Mais l'État avait-il la possibilité de faire autrement ? Je pense qu'il n'y a pas, en l'occurrence, une affaire McKinsey. Il y a une affaire sur l'externalisation à des cabinets de conseil. Alors, sur ce qui a été bien réalisé, c'est tout simplement sur les apports logistiques et les apports stratégiques des différents cabinets de conseil. C'est-à-dire la capacité des cabinets de conseil à comptabiliser le nombre de masques, à établir les transports nécessaires pour acheminer les masques, acheminer les différents vaccins. Ce sont des choses qui sont réussies parce qu'il y avait une impréparation de l'État. Vous trouvez que la politique est reléguée au privé ? On peut considérer effectivement qu'il y a un problème dans le recours au cabinet de conseil parce que dans certains cas, il a été démontré par la commission d'enquête sénatoriale qu'il participe à la décision publique. En cas d'échec de cette décision, le cabinet de conseil n'a aucune responsabilité à assumer, contrairement au ministre ou contrairement à l'autorité administrative. Il y a aussi une difficulté dans les expertises qui sont elles-mêmes réalisées. La plupart du temps, les cabinets de conseil utilisent des méthodes qui aboutissent de manière quasiment systématique à démontrer qu'il faut mutualiser les services administratifs, qu'il faut réduire les effectifs dans les administrations. Très souvent, le cabinet de conseil est aussi sollicité en réalité moins pour produire de l'évaluation que pour produire une argumentation et une stratégie de communication pour mettre en place des politiques qui sont en réalité décidées préalablement au recours au cabinet de conseil. L'État chercherait une sorte de réassurance, c'est-à-dire qu'on appelle un consultant non pas pour savoir ce qu'on doit faire, mais pour légitimer une décision qui est déjà prise. C'est certain que dans certains cas, l'objectif recherché par les pouvoirs publics, c'est de disposer de chiffres, de PowerPoint, pour justifier d'une politique publique décidée bien en amont. Dans le cadre de la crise du Covid, par exemple, on a eu recours à des cabinets de conseil pour leur demander des arguments dans le cadre d'interventions ministérielles sur certaines chaînes d'information en continu, par exemple, ou dans le cadre d'auditions au Sénat, où on avait besoin d'avoir des chiffres pour pouvoir justifier une politique. Le manque de transparence dans l'attribution des marchés et le culte du secret qui entoure souvent les cabinets de conseil semblent aussi des points d'achoppement. Ils ont été soulevés par le Sénat. De quoi parle-t-on exactement ? Sur le plan de la crise du Covid, très clairement, il y a eu des équipes intégrées. En réalité, il n'y a plus de pilotage de la part de l'administration. McKinsey fait partie de l'administration. Voilà. Les membres de McKinsey sont totalement intégrés. Ils sont quasiment des agents publics à part entière. On est dans la capacité de contrôler précisément ce qui a été fait par les uns et par les autres, alors même quand même qu'il s'agit d'externaliser une prestation à proprement parler. Il y a eu la rédaction de notes administratives par des membres de cabinet de conseil avec les logos du ministère et sans aucune mention du cabinet lui-même. Il n'y a pas de contrôle de l'utilité de ces rapports et de leurs coûts ? Il n'y a pas aujourd'hui d'autorité administrative qui serait chargée d'une part, de recenser les différentes externalisations à des cabinets de conseil. Donc il faut aller piocher un petit peu partout auprès des opérateurs, auprès des ministères et des services ministériels
pour obtenir les informations. Et le Sénat le dit lui-même, le milliard qu'il cite dans son rapport, c'est un minimum. Et certains journalistes récemment ont démontré qu'il existait plus de 1600 contrats. La commission d'enquête, elle, n'a pas recensé tout ça. Donc on est quand même dans un certain flou artistique, avec un vrai manque de transparence sur cette question. Donc il faut impérativement aujourd'hui qu'il y ait maintenant une base de données qui soit créée, mise à jour, pour recenser l'ensemble des prestations réalisées par des cabinets de conseil, pour qu'on puisse en avoir une idée claire, objective. Un premier rapport de la Cour des comptes en 2014 mentionnait de nombreux problèmes quant au recours à des cabinets de conseil. Il y avait par exemple, dans les livrables de ces cabinets de conseil, l'existence de simples copier-coller de documents produits par l'administration et qui se retrouvaient pêle-mêle dans les livrables des cabinets de conseil, sans avoir absolument aucune plus-value particulière. L'une des grandes problématiques de la transparence en la matière, c'est que l'opacité, en réalité, est recherchée, aussi bien par les acteurs publics que par les cabinets de conseil, dans certains cas. Certains membres, d'ailleurs, de cabinets de conseil disposaient d'une boîte mail du ministère, à laquelle ils pouvaient répondre, avec laquelle ils pouvaient échanger. Il y a vraiment la volonté de la part de certains cabinets de conseil de ne pas apparaître du tout dans ni l'organigramme, ni les documents qui sont produits, alors même qu'ils sont auteurs de ces différents documents. La difficulté à aujourd'hui recenser la totalité de ces contrats démontre sans doute que à chaque fois, nous n'avons pas respecté les procédures de passation des contrats publics. Le rapport du Sénat pointe du doigt de possibles conflits d'intérêts. De quoi parle-t-on ? C'est vrai, on ne peut pas absolument pas nier les relations qui existent entre le président de la République actuel et certains cabinets de conseil qui ont participé à la mise en place de sa propre campagne électorale en 2017. Elle est réelle vis-à-vis du président de la République. Elle ne l'est pas pour l'ensemble des membres du gouvernement. Le principal enjeu se trouve dans l'opacité. De là à vous dire qu'il n'y a absolument pas d'enjeu déontologique, c'est pas vrai, parce qu'il y a effectivement potentiellement des conflits d'intérêts. Certains hauts fonctionnaires sont partis pantouflés, comme on dit, quelques années dans les cabinets de conseil et sont revenus au sein de l'administration. Donc là, il y a bien évidemment des conflits d'intérêts. Mais il y a aussi, et c'est un problème me semble-t-il, des conflits d'intérêts qui existent aussi au sein même de ces cabinets de conseil. Ces cabinets de conseil, eux-mêmes dans leurs propres évaluations, ont tout intérêt à faire certaines propositions plutôt que d'autres certaines fois, parce que leurs services peuvent parfois proposer de compenser les défaillances du service public dont ils sont eux-mêmes à l'origine lorsqu'ils proposent l'externalisation au secteur privé de certaines compétences. Il faut avoir conscience que lorsqu'on agit pour l'administration, lorsqu'on agit pour la puissance publique, on agit pour l'intérêt général. Et ces différents cabinets de conseil, parfois, peuvent être tentés d'agir pour des intérêts particuliers, soit les leurs, soit ceux de leurs clients. Cette affaire McKinsey recouvre également un volet fiscal parce qu'on accuse la firme américaine de ne pas avoir toujours payé ses impôts en France. Est-ce que vous parleriez, vous, d'affaires d'État ? Il y a, à mon avis, une affaire McKinsey qui est celle de l'évasion fiscale. Et puis, il y a une affaire qui est celle de l'externalisation d'un certain nombre de compétences. On est dans deux champs, me semble-t-il, différents. Je ne suis pas certain qu'il y ait véritablement d'illégalité qui ait été commise en réalité dans cette histoire. Le véritable problème, en réalité, c'est, à mon sens, la vision de l'État. On ne peut pas être sur les mêmes logiques lorsque la logique est de faire des bénéfices et, de l'autre côté, la logique est la protection et la réalisation de l'intérêt général. À mon sens, il n'y a pas de scandale d'État. Je ne crois pas qu'il y ait d'illégalité à proprement parler. En revanche, je pense que les polémiques autour de cette question sont particulièrement saines. Est-ce que vous voulez une réduction drastique du nombre de fonctionnaires et du périmètre de l'administration pour déléguer des compétences maintenant au secteur privé? Ou bien est-ce que vous voulez continuer à avoir un service public fort, une fonction publique forte, mais qu'il convient en revanche effectivement de réformer parce qu'il faut aujourd'hui que le pouvoir politique assume son leadership sur son administration et il faut ensuite, c'est vrai,
rationaliser davantage l'organisation de l'administration afin qu'elle soit en capacité aujourd'hui de recenser les compétences qu'elle a en interne et enfin de s'appuyer sur l'expertise qui est la plus grande expertise qu'on peut avoir à mon avis en France, qui est celle des chercheurs publics et sur laquelle on ne s'appuie jamais alors même qu'ils produisent tous les jours une information déjà qui existe, qui est disponible, mais qui n'est jamais lue et qui n'est jamais utilisée par le pouvoir politique, alors même que cette expertise est indépendante et riche.